Bonjour, bonjour. Est-ce que tu m'entends? Alors, Paul, je ne t'entends pas du tout. Je ne sais pas si tu peux parler de nouveau. C'est bon? Tu Oui, là, je m'entends? t'entends mieux. Là, je t'entends beaucoup mieux. Super. OK, parfait. Et bah, si tout le monde est là, je propose que l'on commence avec ton approbation, bien sûr. Bien sûr, je veux m'assurer que les speakers sont tous en ligne. D'accord. Monsieur Donald Anani est en ligne. Monsieur Dogad Dogui et bien sûr également Michel Tapsoba. Je veux m'assurer que tout le monde est en ligne et que leur micro est bien ouvert, opérationnel et on va pouvoir commencer. Oui, je propose qu'on teste justement leur micro pour en être Ouais. sûr. Alors, Monsieur Donald, d'abord, est-ce que vous pouvez parler pour qu'on s'assure que votre micro fonctionne? J'ai vu que Monsieur Tapsoba est en ligne. D'accord. Je ne Oui, sais pas bonjour. si... Ah, super. On vous entend bien, Super. Monsieur Tapsoba. Parfait. Quelques problèmes de connexion, Monsieur Doga, effectivement. ah d'accord. Et Bonjour Monsieur Monsieur Dogad, Tapsoba, Monsieur Dogui, Dogad, est-ce que apparemment Monsieur Monsieur, Dogad nous entend? allô? Allô, allô, Monsieur Dogad? Alors, on n'entend pas Monsieur Dogad, je ne sais pas s'il nous entend. Et Monsieur Donald Anani? Non, pour l'instant. OK. On va juste patienter le temps justement que tous les speakers soient présents et bien connectés.
La technique aujourd'hui nous permet de réaliser cette magnifique conférence virtuelle. Hélas, on ne peut pas anticiper sur les aléas et les surprises. Donc, je vais Mm. vous demander votre patience et votre tolérance. Voilà. Donc, n'hésitez pas à couper le micro quand c'est pas vous qui avez la parole. Comme ça permettra justement de limiter les interférences au niveau du son. On va juste essayer de voir, de comprendre en fait pourquoi messieurs Donald et Dogad ne sont pas connectés et puis on réessaye dans 2 petites minutes.
Parfait. Alors, parfait. Je crois, Karine, qu'on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer. Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, merci de nous rejoindre au rendez-vous du quotidien national La Nation du Bénin. À ce rendez-vous d'information, mais surtout d'échanges sur des sujets d'intérêt qui nous permettent au quotidien La Nation d'aller au-delà de l'actualité, du factuel pour essayer de décrypter les sujets beaucoup plus en profondeur. Nous avons retenu cette fois-ci de traiter des PME et startups. Et je dirais qu'une PME ou une startup meurt rarement par manque d'idées. Elle meurt par manque de structuration, peu de crédit bancaire, gros besoins pourtant en cash et pourtant, énorme potentialité. Comment bâtir solide? Quel modèle économique emprunter pour gagner en échelle? Quelles sont les niches de financement disponibles et à viser? C'est à propos de tous ces défis et contraintes structurelles des PME, des startups que la nation se propose de vous entretenir à l'occasion de cette conférence virtuelle dédiée justement à la structuration des PME et startups. Nous allons aborder le contexte sectoriel et l'importance des PME et startups au sein du tissu économique béninois, confronté avec d'autres exemples en Afrique et ailleurs, plan international. Quelles sont les dynamiques spécifiques qui gouvernent la structuration des PME, leur poids économique et social, leur impact sur la création d'emplois, leur modèle d'affaires. Et pour décortiquer le sujet, nous avons, comme à notre habitude, fait appel à un panel de haut niveau composé de Donald Anani, qui est Écosystème Enabler à International Trade Center, Dogad Dogi, chairman Africa SMB Forum et fondateur de Africa Gora. Et enfin, Michel Tapsoba, qui est représentant pays de Propaco du groupe AFD, à savoir Agence française du développement. Et le tout sous la conduite, bien sûr, de Karim Oriot, à qui je laisse place pour la conduite des débats. À toi, Karim. Je te remercie beaucoup, Paul. Je tiens d'abord à adresser mes salutations à toutes les personnes qui sont connectées, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Comme l'a dit Paul, je suis Karine Oriot, je suis journaliste, c'est moi qui vais modérer cette conférence organisée donc par La Nation, qui est le quotidien national d'information du Bénin, un média de service public au service de tous, grâce à la pertinence, bien sûr, de son contenu, du professionnalisme de ses équipes et à la confiance que lui accordent ses lecteurs. Étant donné que La Nation s'est imposée comme le quotidien le plus crédible du Bénin et une référence du débat public, aujourd'hui, comme l'a souligné Paul, la question est de savoir comment structurer les PME, les startups, comment renforcer ses capacités, quid des financements et comment, en tout cas, valoriser ses atouts. Partout sur le continent, on l'a entendu, on le sait, les startups et les PME sont devenus des moteurs de croissance, d'innovation et de création d'emplois. Pourtant, entre l'idée et la réussite, les défis restent nombreux. Effectivement, il est question, on parlera tout au long de cette conférence, de structuration, d'accès au marché, de gouvernance et enfin de passage à l'échelle, bien entendu, internationale. Pendant cette conférence, nous allons analyser les réalités du terrain, partager des expériences concrètes et identifier les leviers qui permettront de faire émerger des futurs champions économiques africains. Ce que je vous propose donc de faire, c'est que au cours après une heure d'échange, la parole donc sera au speaker, bien entendu. Après la parole au speaker, ce serait bien qu'on reçoive des questions des personnes connectées, donc du public, pour permettre un échange constructif et surtout qu'au sortir de cette conférence, on puisse avoir des idées concrètes. Je vais commencer par présenter les speakers. Alors, Donald Anani, je rappelle que vous êtes écosystème enabler. Je n'ai pas réussi à le prononcer en anglais, mais j'espère que je le dis assez bien.
Au Centre du commerce international, l'ITC, vous accompagnez le développement des écosystèmes entrepreneuriaux et vous travaillez sur des questions d'innovation, d'accompagnement des startups et de compétitivité des PME avec une expertise particulière sur le Bénin. Bienvenue, Donald. Merci Karine, bonjour et c'est un plaisir pour moi d'être sur ce panel. Merci beaucoup à vous. Ensuite, nous accueillerons également Monsieur Doga Dogui, qui est chairman de Africa SMB Forum et fondateur d'Africagora depuis plusieurs années. Il œuvre au rapprochement entre les investisseurs, les entrepreneurs et les décideurs africains et internationaux afin de favoriser l'émergence, comme je l'ai dit tout à l'heure, de champions économiques africains. Bienvenue Donald. Bienvenue Dogad. Ben voilà, ça commence bien. Bonjour Karine. Il faudra que Donald et Dogad, on fasse le choix, hein. Voilà, bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs. Ravi d'avoir ce partage, en plus dans un temps long. Et donc, on a le temps de poser les éléments, de confronter nos idées avec grand plaisir. Et puis, ça va me rebooster un peu, moi qui suis rentré d'un voyage tardif hier. J'étais dans la zone, j'étais à Abidjan et me voilà à nouveau en France. Mais pour repartir à nouveau, mais ça fait partie des règles du jeu. Donc, dispo et heureux de participer à cette rencontre de la nation, quotidien de référence, hein. Voilà, donc c'est important d'être là où le débat se fait. Voilà. Merci beaucoup, Dogad. Et enfin, Michael Tapsoba, je rappelle que vous êtes le représentant pays de Proparco, donc du groupe de l'Agence française de développement, l'AFD. Votre expérience dans le financement, hein, qui est le nerf de la guerre, comme on a l'habitude de le dire, du secteur privé, vous permettra et nous permettra en tout cas d'avoir une vision concrète des défis d'accès au capital de croissance et d'investissement des petites et moyennes entreprises africaines. Bienvenue, Michael. Merci. Bonjour Karine et bonjour à tous. Je suis heureux d'être là. Je pense que on a bien dit que le financement est le nerf de la guerre. On verra aussi que il y a les poumons et le cœur de la guerre qui se situe ailleurs. Et donc merci pour cette opportunité d'échanger sur la structuration. Eh ben, très bien. Alors, je vous propose, pour commencer cette conférence, c'est d'abord, si cela est possible pour vous, c'est de faire un état des lieux, hein, vraiment de l'écosystème des startups et des PME sur le continent africain. Ce qui nous intéresse, on va être honnête, c'est vrai que quand on dit Afrique, c'est un peu vaste, hein, on a dit entre 54 et 55 pays, mais là, ce qui nous intéresse, c'est un exemple concret avec le Bénin. Donc, je vais commencer par vous. Monsieur Donald Anani. Pour comprendre un peu, on parle beaucoup de l'Afrique comme étant le continent d'innovation, mais où en sommes-nous concrètement et avec, pour exemple, le cas du Bénin? Alors, merci beaucoup pour la question et bonsoir aux différents participants qui nous rejoignent certainement d'un peu partout au Bénin, en Afrique. Alors, pour répondre à votre question, il faut dire que l'écosystème de l'innovation en Afrique et particulièrement au Bénin a beaucoup avancé ces dernières années avec une forte volonté politique ces 10 dernières années, particulièrement au Bénin, de mettre le digital au cœur des interactions entre l'État et puis les citoyens, ce qui a fait en sorte que, voilà, on a observé, par exemple, la dématérialisation des services publics au Bénin. Et dans cette même dynamique, il y a beaucoup d'entreprises ou de startups, si vous voulez, qui ont essayé de proposer des services aux citoyens de sorte à suivre cette dynamique-là ou cette forte volonté politique. Et donc, au cours des 10 dernières années, on a eu quelques pépites au Bénin particulièrement, beaucoup plus dans le domaine de la fintech parce que c'est là où il y avait un grand besoin, où il y avait un certain appétit des Béninois par rapport aux solutions digitales. Donc, je pourrais dire que pour le Bénin particulièrement, on a eu de belles progressions ces 10 dernières années et je suis sûr qu'on aura le temps d'aller davantage dans le détail. Et le Bénin n'est pas un cas isolé. Quand on regarde dans toute la sous-région, on remarque aussi que voilà,
Il y a certains pays qui viennent en tête de liste, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana aussi, qui font des choses très, très intéressantes. Donc, voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question, dans un premier temps. Merci. Merci beaucoup. Si j'ai bien retenu, il faut d'abord en premier une volonté politique. C'est le point de départ. Mais attention, on n'est pas là pour faire de la politique. J'ai bien entendu que quand vous êtes là pour parler PME et start-up, vous ne parlez pas de politique, messieurs. Ça, c'est clair, je le rappelle. Donc, mais c'est important de comprendre qu'il y a eu une volonté politique pendant 10 ans. Il y a eu le fait que le digital, donc Internet, s'est imposé et que de fait, ça a créé aussi un besoin et que pour participer justement à développer ces startups et ces PME, il fallait dématérialiser, pardon, pour permettre aussi de faciliter toutes les démarches administratives en ligne pour ces patrons qui, des fois, n'ont pas le temps de régler tous ces problèmes. Donc ça, c'est très intéressant. Vous avez pris le cas effectivement du Bénin et je sais que Dogad, vous avez l'habitude de parcourir le continent africain, la sous-région, le monde. Quel état des lieux vous pouvez faire des PME et des start-up africaines? Alors, c'est vrai on peut élargir le spectre, mais l'écosystème au Kenya, en Afrique du Sud, au Maroc, en Tanzanie, à Kinshasa, au RDC, au Bénin, qui nous accueille, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est autant de spectres d'organisation. Je dirais qu'il y a un bon vent dans l'entrepreneuriat, ok, avec deux remarques qui sont à la fois des écueils et des observations. Euh, Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Euh, on ne naît pas entrepreneur, on peut le devenir. Encore faut-il se préparer, se former. Par contre, la situation, selon les pays, d'abord de l'accès à l'emploi pour des gens formés et diplômés, et parfois, pour ne pas dire souvent difficile, parce qu'il y a une question de, 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 de marché, hein, de capacité à absorber de nombreux, notamment les plus jeunes, bien formés, qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui n'ont peut-être pas. Donc, il y a cette volonté-là de rapidement se mettre à son compte, de créer son entreprise, parce qu'il y a des facilités aujourd'hui pour s'auto-lancer, auto-entrepreneur, entreprise individuelle, parce qu'on a une compétence et on veut la faire savoir sur le marché. Donc, tout à l'heure, quand Donald a pris la parole, il est parti sur ce volet qui est la fintech et les startups, qui est une manière, mais dans l'ensemble du monde entier, parce que le digital ayant accéléré le process de l'organisation du business, est devenu un marché en lui-même, hein, pour fournir les autres entreprises, les institutions, pour fournir le grand public dans le domaine du B2C, enfin, du business to consumer vers la grande consommation. Il y a, comme je disais, un écueil, il y a celui donc d'un entrepreneur qui se lance, qui a son activité et qui sait, parce qu'il maîtrise un aspect, il sait pouvoir adresser un marché. Et puis, il y a ce qu'on faut oublier dans les PME, il y a des TPE qui ne sont pas des startups, qui ne démarrent pas, qui sont là depuis longtemps, qui ont aussi parfois du mal à passer un cap. Mais il ne faut pas qu'on oublie celles-là parce que ce sont elles qui font le développement, j'allais dire, des activités du continent, de l'économie, et surtout l'emploi. Parce que la clé quand même d'une entreprise, c'est pour donc, de faire des affaires, de gagner de l'argent, mais pour une vision à l'échelle du continent et à l'échelle d'un pays, c'est comment on crée de l'emploi, comment on crée la capacité à ce que les ressources humaines qui sont sur le marché puissent être en position de faire valoir leurs compétences, qui dans le domaine technique, dans le domaine commercial, dans le domaine de la production. En tout cas, il faut créer de l'emploi. Et le boom est là. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, dans toutes les contrées d'Afrique. Hier, pendant le vol, j'ai eu un appel, une arrivée de Djibouti sur un nouveau système qui existe de livraison avec quelqu'un qui est en train de se lancer. Et c'est vrai qu'il y a une prétention, une propension à créer de la valeur. Donc, on viendra après aux écueils. Deuxièmement, le,
les financements qui existent dans le monde, même si ils ont mis du temps à identifier le marché africain, aujourd'hui c'est fait. Et donc, il y a je ne dis pas qu'on déverse l'argent, je dis simplement qu'il y a une volonté d'accélérer la prise en compte de ce marché d'Afrique. Disons l'Afrique subsaharienne, puisqu'on restera dans ce cadre-là peut-être dans le débat le cadre de ce débat. Encore faut-il qu'en face, il y ait, et on en parlera tout le long de ce débat, tout le volet de la structuration. Donc, foisonnement ne veut pas dire création de valeur au long terme. Une entreprise, elle naît, mais souvent elle meurt. Donc, comment on fait pour que les idées qui foisonnent, et parfois pilules, pardonnez l'expression, persistent et durent sur le marché? Donc, comment on accompagne l'entrepreneur pour qu'il, d'abord, continue à exister sur son marché, à adresser, à se transformer, à, à mieux se structurer et à perdurer. Je dirais même mieux, mais ça c'est l'autre démarche, si je sors d'un forum sur le private equity, ça me reste encore en tête, comment, euh, j'allais dire, aller au patrimoine, comment céder son Alors, entreprise. on va le voir, Dogat, si tu le permets, voilà. Je vais vous demander d'être un peu plus succinct pour permettre justement qu'on vous pose le maximum de questions Très bien, et ça permettra bah, aux uns et aux autres de sortir enrichis grâce à tout ce que vous allez nous donner comme conseil. Si j'ai bien retenu, quand on fait cet état des lieux, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, c'est important. Il y a un marché qui est là, mais il faut se préparer, il faut se former, c'est important de le dire. Il y a effectivement aujourd'hui, il y a des opportunités grâce au digital, on l'a rappelé. Les écosystèmes ne sont pas les mêmes selon qu'on est dans un pays ou un autre, mais aujourd'hui, il y a un vent favorable qui permet justement aux entrepreneurs et puis surtout aux très petites entreprises aussi de se lancer sur le marché. Mais toujours est-il qu'il faut penser à la structuration parce que c'est super important. Je vais donc vous passer la parole, Monsieur Michael Tapsoba. Je sais que vous êtes très souvent confronté à la question, c'est que effectivement, quand on a une idée, on a donc un environnement qui aujourd'hui est propice, comme l'a dit Donald, c'est-à-dire qu'on a levé un certain nombre de barrières administratives, on permet aujourd'hui aux entrepreneurs la question de se former, comme l'a souligné Dogad. Moi, j'ai envie de vous dire, bon, c'est bon, maintenant on peut passer au financement. Quel est l'état des lieux que vous faites là en quelques années? D'accord, merci bien. Et merci pour la contribution des intervenants, qui est très exacte. En fait, en tant qu'acteur de développement, nous avons à peu près la même vision, hein. Moi, je couvre 6 pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je dépends d'une direction régionale Afrique de l'Ouest. Je couvre Bénin, Togo, Mauritanie et Burkina, Mali, Niger. On peut voir une dynamique assez similaire, mais à la fois hétérogène. Assez similaire parce qu'il y a ce boom-là, cette forte explosion des PME, des startups, qui s'explique beaucoup par le fait que, comme l'a dit M. Dogad, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais en même temps, tout le monde ne peut pas être salarié. Donc, la fonction publique et même les entreprises n'arrivent pas à absorber la jeunesse de l'Afrique. Et du coup, il y a une propension à faire quelque chose. Et nous, en tant que bailleurs, nous sommes très attentifs à cette création d'emplois et même de valeur. Et les États également sont très sensibles à ça. Du coup, ça fait, là où je vais insister, un écosystème beaucoup plus structuré, voilà, qui accompagne beaucoup mieux. Et mine de rien, en 10 ans, le financement des PME et des startups en Afrique a beaucoup augmenté. Et ce qu'on peut peut-être voir et déplorer ici, c'est le fait qu'on a un développement hétérogène, lié souvent à la volonté publique. Mhm. Lorsque on analyse un peu la dynamique du Bénin, clairement, il y a 10 ans, on n'avait pas d'antenne au Bénin. Aujourd'hui, on a une antenne. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté politique très forte de soutenir l'entrepreneuriat. Et pour finir, il faut aussi noter que, à quelque part, il y a cette fracture numérique-là qui a disparu.
Aujourd'hui, on peut être au Bénin, travailler pour une entreprise comme Google. On peut faire des choses juste en ligne, en s'appuyant sur la pénétration de mobile pour pouvoir faire des choses. Et du coup, ça crée un gros potentiel que nous essayons de soutenir de plusieurs manières. Voilà. Mais ce que je peux déplorer, c'est le gap entre les pays anglophones et francophones, qui est très net, même s'il y a de l'amélioration. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est très important. Merci beaucoup, Michael, de revenir sur d'abord la volonté, le fait qu'en 10 ans, on voit qu'il y a un vrai boom hein, des PME, des startups. C'est important ce que vous l'avez dit. Donc, il y a un vrai intérêt. Il y a aussi les États qui se mobilisent un peu plus. Et donc, ça, c'est important de savoir que donc, il y a une structuration aussi pour les financements. Je pense que c'était important de faire cet état des lieux. Pour avancer un tout petit peu dans cet échange, avant que l'on continue, messieurs, je vais vous demander quand même, les startups, alors Dogad a dit, hein, il y a aussi les TPE qui comptent, mais les startups vs les PME, est-ce qu'on peut dire que c'est une différence qui compte? On emploie souvent les deux termes comme des synonymes, comme s'ils répondent à des logiques similaires. Donc c'est important de savoir ce qui distingue réellement une startup d'une PME et puis d'avoir des exemples concrets. Quels sont les piliers en fait d'une start-up? Et c'est important pour tous ceux qui écoutent et à qui ça peut peut-être donner des idées. Donc Donald, je vais vous passer la parole. Alors, merci beaucoup pour euh, la question. Je pense qu'effectivement, c'est une question qui revient très souvent dans les discussions sur le sujet de l'entrepreneuriat. Alors, pour moi, je pense que les caractéristiques fondamentales qui font la différence entre une start-up et puis une PME, c'est que pour la start-up, par exemple, on va parler de l'aspect innovation. L'aspect innovation va être un pilier très fort dans la catégorisation. Et un autre aspect important, c'est la capacité de développement exponentiel. Et par exemple, quand je reviens au cas du Bénin, dans le cadre du décret qui cadre un peu tout ce qui concerne les startups, donc le décret numéro 2023-095 du 22 mars 2023 qui vise à labelliser les startups, dit qu'une startup, c'est une entreprise, une jeune entreprise innovante à forte capacité de développement. Donc, il y a l'aspect innovation qui revient et l'aspect capacité de développement, forte capacité de développement qui revient également. Et le décret va beaucoup plus loin en disant que ce sont des entreprises dont le modèle économique intègre en grande partie des solutions numériques ou innovantes qui viennent régler des problèmes ou des problématiques de la société. Donc, à partir de ces éléments-là, on peut se dire que une startup, pour l'identifier, il faut pouvoir trouver le caractère innovant de ce qu'elle propose comme service. Et ensuite, il faudrait pouvoir se dire que cette start-up ou cette PME, ou du moins cette entreprise tout court, est en capacité de passer à échelle très, très rapidement. Donc, sur un horizon temporel de 2, 3, 5 ans, cette entreprise pourra passer peut-être d'un chiffre d'affaires de 50 à 100 millions, voire au-delà, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour une PME parce que son modèle économique est un peu plus basique et les services n'intègrent pas nécessairement un fort caractère innovant. Donc voilà ce que je peux répondre à cette question très passionnante qui revient souvent. Merci. Merci beaucoup. C'est assez éclairant. Effectivement, il faut le caractère innovant, il faut le caractère développement aussi. Ça, c'est super important de le rappeler. Alors, Dogad, est-ce que c'est possible de rappeler justement les piliers du modèle startup? C'est-à-dire qu'à partir de quel moment aussi, parce que c'est aussi ça l'importance, à quel moment on peut penser, songer à passer de startup à PME? Alors, il y a de temps en temps des abus de langage, mais TPE, PME, ETI, entreprise taille intermédiaire et grand groupe, hein, pour que on ait ce schéma-là. Une start-up n'est pas plus, pas moins qu'une entreprise, premièrement. C'est une petite entreprise ou une très petite entreprise. On a pris un abus de langage pour que start-up, et il a raison Donald, il y a ce volet d'accélération,
dans son développement et de l'innovation, de tout type d'innovation, je suis d'accord. Par contre, une startup n'est pas nécessairement dans le domaine du digital. Il faut qu'on comprenne ça. Une startup, c'est la croissance rapide. Mais la croissance rapide, elle peut être dans un. Startup, c'est démarrage. Hein, donc, c'est une entreprise à démarrage rapide. Euh, Comment on passe dans la définition, en fait, des politiques publiques? J'allais dire, c'est en gros, quand il est question de la structuration, euh, deux personnes se rencontrent, ont une idée, préparent un dossier, vont faire leur étude de marché, regardent qu'il y a un business à faire et, en général, sur le digital ou d'autres moyens techniques, lancent leur offre au marché. Mais toute cette phase-là est une phase où on est encore en train de, j'allais dire, faire des petits pas. Euh, Et parfois, on le fait parfois dans des aspects un peu informels. Donc, il faut passer ensuite dans la partie formalisation, où on s'enregistre, parce que pour aller parler à des tiers, il faut exister, hein, en tout cas dans le domaine formel. Et puis, il y a la partie d'accélération. Donc, je dirais qu'on convient que quand on est euh, depuis quelques temps sur le marché, une bonne année, et quand on a démarré la facturation, parce qu'il faut exister, souvent une startup, elle peut émettre des produits et des services, travailler sa prospection et ne toujours pas avoir de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire qu'elle a les entrepreneurs, les proches, qu'on appelle la love money, donc les investissements des parents, par exemple, des amis, permettent que les créateurs continuent à tester leur modèle, à adresser les marchés, mais sans pour autant encore faire de la facturation de chiffre d'affaires. Donc, l'entreprise existe, elle continue et parfois ça peut durer 18 mois, 24 mois, selon le modèle, selon l'activité. Donc, cette phase-là est une phase de start-up toujours. Hein. Et je pense que pour moi, la PME, et ça on verra avec peut-être une institution comme la FDO pour Parcours, une définition qui sera un peu plus, j'allais dire, normée, c'est quand on a commencé à faire du chiffre d'affaires, qu'on a une activité avec un différent. Une entreprise est structurée avec les trois grands aspects. Je produis, je crée quelque chose, je vends, je distribue, euh, et j'allais dire, je facture, enfin en gros. Donc, il faut bien que pour ces trois aspects-là, l'entreprise qui se met en place, elle ait différentes euh, compétences en son sein. Et quand on démarre, évidemment, on est à deux ou à trois sur toutes les casquettes, À tout à tout ce qu'on pas faire, bien formalisé. sûr, à tout Hein? faire. Voilà, donc D'accord. je pense qu'il faut du temps, de la structuration, et il faut avoir rencontré son marché pour devenir une PME, enfin même une TPE d'abord, puis une PME. Parce que très petite, une PME, une TPE est une PME en fait, hein, mais disons que la terminologie TPE est arrivée pour bien distinguer une entreprise de 10, 15 personnes avec une existence longue sur le marché, d'une entreprise qui démarre et qui est en train, et structurée, qui est en train de faire son chemin. Merci beaucoup, Dogad. Michael, je vais vous demander, en fait, vous, en tant que bailleur de fonds, vous êtes très souvent confronté à l'étude des dossiers. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous souffler à l'oreille pour justement qu'on comprenne mieux et comment est-ce qu'on identifie quel est le positionnement finalement, quelle est la différence entre les startups, les PME, quelle est la différence qui va faire justement que ben, vous allez dire, nous on choisit d'accompagner celle-ci et pas celle-là. Ok, merci. Alors déjà, en tant qu'acteur de développement, on tient à en fait accompagner tous les maillons de la chaîne, hein, des startups jusqu'aux grandes entreprises. Reste à trouver le bon modèle. Et c'est là où je veux juste appuyer ce que mes prédécesseurs ont dit, le risque. Voilà, l'un des facteurs de distinction aussi entre start-up et PME, c'est vraiment le risque que présente le modèle de start-up. Une start-up est naturellement beaucoup plus risquée qu'une PME et bien sûr qu'une grande entreprise. Ça fait que le canal de financement qui est très souvent attendu, parce qu'en fait, je vous remercie parce que ce thème aujourd'hui, il sort un peu du thème classique où, voilà, on tape sur les banques, les institutions financières, on dit vous ne financez pas, l'autre dit oui, et on se tire. Mais c'est de reposer les choses et de voir qui doit faire quoi. Une start-up doit être accompagnée, comme l'a dit
à des fonds qui acceptent plus de risques. Donc, plus de confiance aussi. Si une famille met de l'argent dans un business, c'est que elle connaît le potentiel de la personne qui opère. Mais au-delà de ça, je veux aussi souligner le fait que euh, une start-up n'est pas juste technologique. Et ça, je réinsiste dessus parce que l'innovation, en fait, c'est vrai, on a tendance à la voir comme technologique, digitale surtout, mais ça peut être aussi une innovation de marché. Ça peut être aussi différentes choses. Nous avons mis en place Digital Africa, qui est une filiale de Proparco dédiée en fait aux startups, mais aux startups du digital. Nous avons fait le choix de cela. Et l'idée, c'est que plusieurs fonds de capital risque émergent en Afrique pour soutenir dans l'agrobusiness et dans différents domaines ce développement-là. Donc, Startup, je dirais que c'est un jeune étudiant qui a beaucoup de potentiel, qui doit être amené à régler beaucoup de dossiers, mais pour le moment, on a beaucoup parié. Voilà. Merci beaucoup pour cette explication qui me fait assez sourire parce que, écoutez, depuis que j'entends les débats sur les startups et les PME, j'avoue que je n'ai pas été, je n'ai jamais été aussi bien édifiée. Mais je pense quand même à nos mamans qui vendent les cacahuètes au bord de la route, qui vendent des beignets. Je ne sais pas ce qu'on peut leur dire, comment on peut les accompagner aussi. Est-ce que ça ne peut pas être plus tard, ça peut pas devenir des PME, mais vous l'avez dit, Michael, vous accompagnez tout le monde. Et donc, pour avancer dans ce sujet, donc voilà, pensez à nos mamans qui vendent les cacahuètes et tout ça, les chips, parce que je tiens quand même à parler aussi pour ces personnes-là qui représentent l'économie. Euh, j'ai quand même envie de savoir aujourd'hui quels sont les secteurs qui tirent réellement la croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, quand on dit start-up et quand on parle du continent africain, tout le monde le dit d'ailleurs, moi je vois la jeunesse, la digitalisation, l'intelligence artificielle, le mobile money, enfin, euh, on me parle aussi de besoins non couverts. Donc moi j'ai quand même envie de demander, Donald, ça veut dire que c'est incontournable, ces secteurs-là, aujourd'hui, pour réussir? Alors, est-ce que ces secteurs-là sont incontournables? Je ne dirais pas cela dans l'absolu, mais je pense que ce sont des secteurs qui drainent le plus de besoins ou le plus d'intérêt à date, parce que quand vous prenez le digital aujourd'hui, vous constaterez avec moi que déjà, en termes de démographie, l'Afrique a une population fortement jeune. Et le mobile, le téléphone mobile est plus ou moins démocratisé sur notre continent, ce qui fait que les besoins liés autour des usages du mobile vont être beaucoup plus prenants que d'autres. Et le secteur agricole, bien entendu, l'Afrique est encore un continent où on a beaucoup de terres arables et où on a l'activité agricole qui est encore très, très prononcée dans nos usages. Donc, forcément, tous les besoins qui vont graviter autour de ces secteurs-là vont être des besoins qui seront très, très intéressés ou du moins qui vont susciter l'intérêt de beaucoup d'entrepreneurs. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il y a d'autres secteurs qui sont non moins intéressants. Donc, par exemple, aujourd'hui au Bénin, il y a le tourisme qui est de plus en plus en vogue. Il y a beaucoup d'investissements de la part du gouvernement dans ce secteur-là. Donc, ça fait que de plus en plus des projets d'entreprise ou des projets de solutions, qu'elles soient technologiques ou non, vont s'orienter vers ces secteurs-là, vont créer de nouveaux marchés. Donc, je pense que la dynamique entrepreneuriale, quel que soit le secteur, varie en fonction des besoins du temps. Donc, euh, ce ne serait pas étonnant si la tendance, si je peux l'appeler ainsi, la tendance intelligence artificielle passe demain, qu'on retrouve des entreprises qui soient intéressées par d'autres secteurs, comme ça peut être le tourisme, ça peut être l'élevage, ça peut être toute autre chose, ça peut être aussi l'éducation et ainsi de suite. Donc, voilà. Très bien. Alors, on identifie quand même quelques secteurs et vous l'avez rappelé, c'est vrai que c'est pas dans l'absolu. On peut réussir aussi dans des secteurs qu'on n'a pas évoqués ici. Vous l'avez souligné,
Au Bénin, précisément aujourd'hui, dans le digital, il y a effectivement de quoi faire, dans le tourisme, dans l'agriculture. On ne peut pas évoquer ces secteurs sans parler aussi de politique publique. Donc, ce sera effectivement la prochaine question, mais je voudrais justement avoir l'avis de Dogad sur les secteurs aujourd'hui les plus prometteurs, qui tirent en tout cas le continent africain en termes de croissance. On va essayer de faire court pour que on puisse avoir plus de temps. C'est un message pour moi, j'ai bien compris, il faut que je fasse court. Deux choses. La première, c'est que l'alimentation, il faut pouvoir nourrir cette population nombreuse. Donc, l'agriculture et l'alimentation sont des secteurs qui ne sont pas encore assez investis, à mon sens. Hein. Donc, il y a encore du chemin, notamment par les investisseurs au sens capital du terme. Ensuite, il faut pouvoir approvisionner. Donc, la logistique, logistique et transport, c'est incontournable dans des pays qui ont besoin que les villes soient approvisionnées, en clair, que la campagne nourrisse la ville. Et dans les transports, il y a le transport humain. Donc, dans toutes les capitales, y compris à Cotonou, capitale économique, on voit bien que le transport, même à moto, c'est une activité parce qu'on a besoin de se déplacer. Et il y a des déficits énormes. Kinshasa est un problème pour le transport public, par exemple. Ça veut donc dire qu'on a là des marchés. Et puis, il y a ce dont on ne parle pas ici, mais l'éducation, la santé. Une population nombreuse, elle a besoin de s'éduquer et elle a besoin de se soigner. Ce sont aussi voilà, des pans entiers qui sont en train de se structurer, d'accélérer, d'attirer des capitaux. Et quand on voit la trace des investisseurs en capital, venture capital, capital développement, capital risque, ils vont vers ces secteurs-là parce que c'est le secteur d'avenir. Voilà. Et puis le dernier point que je ne veux pas oublier ici, c'est l'énergie, sous toutes ses formes, hein, pour pouvoir se véhiculer, pour avoir la lumière sur la tête. On a quand même des problèmes ici ou là dans les villes et parfois dans les campagnes d'accès à l'électricité. Donc l'énergie, solaire ou non, ce sont encore, voilà, encore un pan entier qui se développe. Moi, je vois passer des dossiers d'acteurs dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Dogad. Michael, je ne sais pas si vous allez réussir à nous surprendre parce que je crois que l'on a égrené pas mal de secteurs, mais sait-on jamais? C'est vous qui avez en face aussi les dossiers. Donc, est-ce qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui sont assez prometteurs? Je pense que Dogad a vraiment classifié les secteurs. Là où je veux revenir, c'est qu'il y a les secteurs traditionnels. Et on parle des startups et des PME. Les PME, on va les trouver beaucoup plus dans les secteurs traditionnels, commerce, BTP, transport, services. Mais les leviers de développement des entreprises, des startups surtout, et des PME, ça va se trouver au niveau du besoin et au niveau des opportunités. Au niveau du besoin, aujourd'hui, on a une population qui a besoin de plus en plus de services. Et comme Donald l'a dit, avec le mobile, il y a pas mal de structures, de services qui sont en fait structurés autour du mobile. Donc, c'est pour ça qu'on a toute la panoplie des tech, des fintech, des edtech, des healthtech. Et bon, je pense qu'on n'a même pas fini de le découvrir. Et il y a aussi le besoin de manger, qui est essentiel. Et de plus en plus, avec ce regain en fait, parce que nous avons les potentiels de pouvoir faire des grandes choses dans la culture. Il y a en fait de plus en plus d'aventures agro-industrielles. Et moi, ce que je peux voir des dossiers qui passent, de plus en plus d'acteurs essaient souvent même assez tôt de rompre avec la logique du commerce, l'import-export, pour pouvoir entrer eux-mêmes dans la transformation. J'ai notamment en Mauritanie une entreprise de pêche qui fait de l'export et qui a décidé à présent de faire de la transformation locale avec une valeur ajoutée beaucoup plus intéressante. Une qui est dans l'alu-vitre depuis la Chine, un import-export, et qui préfère aujourd'hui voir avec le recyclé. Est-ce qu'il ne peut pas en fait en fabriquer de manière locale? Donc c'est un peu cette dynamique-là que je veux préciser. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on ne peut pas parler des secteurs prometteurs en ayant les différentes visions. Et là, ce qui est vachement intéressant là depuis quelques années, le Bénin est sous les feux des projecteurs. Tout le monde en fait souhaite effectivement venir au Bénin. Moi, ce que je veux savoir, c'est, on va se dire la vérité.
Déjà, vous avez dit aujourd'hui qu'il y avait un environnement qui était propice. Est-ce qu'on peut revenir dans les grandes lignes, vraiment rapidement, sur les politiques publiques justement qui permettent de tirer ces startups, ces PME, qui encouragent aussi la place aussi des incubateurs? C'est peut-être important de peut-être dire un mot là-dessus. Donald, je vais vous passer la parole. Très bien. Alors, en termes de politique publique, je l'avais évoqué un peu plus tôt dans nos échanges. En ce qui concerne les startups principalement, il y a eu depuis 2023 un décret qui aide à identifier et catégoriser les PME qui s'identifient comme des startups. Donc, il y a un décret qui définit les conditions d'octroi du label startup ainsi que les incitations qui viennent avec. Donc ça trace déjà un cadre pour ce qui concerne les startups. Il faut dire que ce décret a été longtemps attendu par les acteurs de l'écosystème parce qu'ils voulaient savoir concrètement, oui, qu'est-ce que l'État définit pour nous, comment est-ce que l'État nous définit. En ce qui concerne les PME que je maîtrise un peu moins, puisque ce n'est pas nécessairement le champ dans lequel je, je me baigne le plus, mais il y a une loi qui définit également un cadre pour les PME, la loi 2020, sauf erreur de ma part, qui définit aussi le cadre des PME en République du Bénin, les incitations et les facilités dont elles peuvent bénéficier. Et lorsqu'on laisse l'aspect politique, il faut dire que, bon, certes, aujourd'hui, on a le décret, mais il faut opérationnaliser un décret parce qu'un décret, ça reste voilà, une volonté politique, mais comment est-ce qu'on la matérialise? Et justement, dans ce cadre-là, nous, au niveau du Centre du commerce international, on a eu l'honneur de travailler avec le ministère du numérique et de la digitalisation pour les aider dans l'opérationnalisation du décret portant labellisation des startups au Bénin. Ça a été une aventure assez intéressante. Donc, ça a permis, par exemple, de définir comment est-ce que la sélection des entreprises se faisait, tout le processus de sélection, comment est-ce que, voilà, il fallait lancer l'appel à candidature pour que, justement, ce soit assez agile et que ça permette aux entreprises de se dire, ah oui, ce décret-là, il n'est pas que sur le papier, mais il est effectif. Et donc, aujourd'hui, c'est un travail toujours en cours. C'est vrai qu'il y a un nouveau gouvernement en place qui va partir sur le travail effectué, mais il y a déjà cet existant-là et il reste à améliorer. Maintenant, lorsqu'on laisse le pan politique, il y a le pan des incubateurs que vous avez évoqué tantôt. Il faut dire qu'il y a au Bénin un travail en cours sur cet aspect parce que on a un certain nombre d'incubateurs mais on n'a pas encore des incubateurs qui sont aujourd'hui en capacité de dire, ah tiens, quand on prend une startup à partir de l'idéation, voilà tout le parcours que nous, on a pu tracer qui nous permet à la sortie de dire, ah oui, on a cette startup-là qu'on a pu accompagner et qui lève des fonds aujourd'hui. Donc, il y a des acteurs qui émergent de plus en plus et c'est là qu'il faut saluer les efforts des uns et des autres. Donc, il y a certains acteurs comme le Future Studio qui a été également de nos partenaires. Il y a Etri Labs qui est un acteur historique de l'écosystème qui a fait des choses intéressantes, mais on en a besoin davantage parce que si on doit parler d'un écosystème qui accompagne justement efficacement l'entrepreneuriat, c'est autant la volonté politique qui se matérialise à travers des décrets, des lois, mais il y a également des acteurs comme les incubateurs qui ont un programme bien défini, qui sont en capacité d'accompagner efficacement. Et après, je pense qu'il y a les acteurs comme ProParco ou Digital Africa qui vont venir au niveau du financement et bien entendu les bénéficiaires que sont les startups ou les PME. Donc, voilà. Ben, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on aborde la partie structuration. On est bien d'accord qu'on parle de champion économique du continent africain. Donc, pour se structurer, je remercie par ailleurs tous ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Et pour avancer dans le débat, j'ai une question concrète qui vient de Monsieur Olamide. Donc, quelles sont les stratégies qu'il faut pour créer une bonne entreprise? Donc là, on est en train de parler de structuration, on a parlé de politique publique, on a identifié les secteurs, on a parlé des incubateurs aussi.
Mais voilà, rapidement aussi pour répondre à cette question qui continue, hein, on parlera aussi de ce qu'il faut finalement quand on est une start-up, comment on continue comment on réussit sa croissance, parce que la véritable question, c'est celle-là. Et Dogad l'a dit tout à l'heure, il faut être formé, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, il faut être formé. Et là, avec ce que vous venez de nous dire, Donald, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se renseigne. Donc, si demain je me lève et que je veux créer ma petite structure, il faut qu'au préalable, je sois au fait de la politique publique du pays dans lequel je me trouve. Je me renseigne pour savoir s'il y a des incubateurs, c'est aussi important. Et tout ça et que je structure. Mais voilà, pour avancer justement sur cette question de structuration, c'est rapidement Dogad. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait? Quelles sont les stratégies aujourd'hui qu'il faut pour créer une entreprise? Pour répondre à cet auditeur qui a envoyé le message, je pense qu'il y a 4 points. Le premier, c'est identifier son marché. Créer une entreprise, c'est pour répondre à un besoin. Donc, tout à l'heure, je parlais de transport. Il y a un besoin de transport. Je sais qu'il y a du marché, il y a du chiffre à faire, il y a du business à faire là-dedans, mais ça ne suffit pas. Il faut ensuite identifier les compétences. Parce que celui qui crée son entreprise peut ne pas avoir lui-même les compétences. Donc, il peut dire, je vais aller sur le domaine des taxis urbains, mais il va falloir que je prenne des bons chauffeurs, que je prenne des bons gestionnaires pour le faire. Il ne peut pas s'improviser spécialiste du transport urbain. Troisièmement, il faut faire une étude. Même pour vendre des beignets en bord de marché, l'étude, elle est peut-être empirique, mais la dame, en général c'est une femme, elle ne s'installe pas n'importe où. Elle regarde où sont les passages. Elle voit où il y a un arrêt de bus où les gens souvent restent longtemps. Donc elle se dit, je me mets à côté et j'aurai des clients. Elle le fait son beignet à l'heure où les papilles commencent à... on sort du travail et on a faim. Donc en gros, il y a toujours ce côté, pour qui je vais le faire, c'est qui mes clients et comment je les adresse. Et puis enfin, la bonne entreprise, encore une fois, il faut qu'elle perdure. Donc, il faut pouvoir s'organiser, structurer pour que le capital qu'on a injecté, du temps et un peu d'argent, on puisse avoir un retour sur investissement, qu'on garde une partie pour réinvestir parce qu'on a besoin de racheter des produits ou des services, que sais-je, de la matière première pour faire ce qu'on a à faire. Et puis qu'il y ait une partie qui serve, j'allais dire, à se rémunérer quand on peut se rémunérer. Il faut que les gens Quand on comprennent peut, bien qu'on peut entendu. démarrer une entreprise sans se rémunérer. Parce qu'on a d'abord besoin d'acheter les services qu'on a pris. Vous voulez faire quelque chose, il faut bien acheter la matière première, la transformer et vendre. Donc, il faut que vous ayez des moyens de votre ambition. Pour adresser un marché, il faut avoir les compétences, il faut avoir de l'argent, il faut avoir, il faut que ce marché, vous l'ayez identifié et bien, vous l'ayez bien réfléchi. Parce on ne s'improvise pas. Voilà. Alors, Michael, j'ai envie de vous demander, voilà, je rejoins exactement la question de Monsieur Olamide là sur Facebook. Là, Dogad nous a dit à peu près déjà ce qu'il faut, mais voilà, quelles sont les stratégies qu'il faut pour créer une bonne entreprise? OK, merci. Je vais déjà rebondir sur ce que Donald a un peu expliqué. Il y a véritablement la recherche d'informations qui pêche beaucoup au niveau des entrepreneurs de tout niveau, hein. Euh, Notamment à notre niveau, l'AFD a par exemple, avec l'État béninois, mis en place le PAEB, Programme d'entrepreneuriat de soutien à l'entrepreneuriat au Bénin, où on investit une trentaine de millions d'euros pour la structuration et pour le financement. Et en plus de tous les fonds, en fait, les incubateurs que Donald a cités, la plupart des entrepreneurs ne sont pas au fait de ce qui existe comme opportunité d'accompagnement sur leur marché. Alors que tout commence là. J'ai eu des rendez-vous où l'entrepreneur est venu me voir. C'était juste pour me présenter une idée. Bon, une idée n'est pas suffisante. Une idée, en fait, on peut la développer à souhait de manière théorique, mais il faut commencer par quelque part. Et c'est là où, en fait, il y a tout le processus dans lequel on se lance pour se structurer. Comme l'a dit Dogat, il y a une idée, mais en fait, on vient répondre à un marché, on vient répondre à un besoin. Et on le fait bien, on le fait. Je pense qu'on a un petit souci de connexion, Michael. Je ne sais pas si vous nous entendez. Alors, c'est peut-être un Le temps qu'ils problème de reviennent, Karine, connexion. Qu'est-ce que ça va donner? voilà, il est Et là. la plupart du
Ah, nous ne voyons pas, en fait, cette contribution d'abord en termes de temps et également, on ne, en fait, il y a des projets qu'on ne peut pas commencer, on ne peut pas commencer à courir dès qu'on est enfant, c'est pas possible. Les champions de demain sont forcément ceux qui sont en train de s'entraîner aujourd'hui avec une discipline. Hein. La rigueur qu'on n'aura pas aujourd'hui, on ne l'aura pas demain. Donc, la plupart du temps, nous voyons que d'un passage à l'autre, hein, des étapes sont brûlées. Et la plupart du temps, on dit hein, que l'expérience, en fait, il y a ce que le temps fait et qu'on ne peut pas remplacer. À un moment donné, on se rend compte qu'il manque des cases et voilà, on disparaît du marché. Donc, chercher des marchés de milliards, Mhm. des grandes usines. Commençons par quelque part. La plupart de ceux qui sont là aujourd'hui depuis 20, 30 ans ont commencé par quelque part. Voilà. Merci. alors, c'est très bien, c'est-à-dire que la question qu'a posée justement celui qui nous suit sur Facebook, c'est une question importante. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est possible d'éviter donc des erreurs classiques. C'est possible d'avoir des entreprises qui se disent, OK, quels sont les ingrédients pour avoir une entreprise aujourd'hui qui est une bonne entreprise? Rapidement, les bons ingrédients, c'est-à-dire que Dogad, vous l'avez dit, mais je vais commencer par Donald. Là, aujourd'hui, quels sont les ingrédients importants? Alors déjà, il faut une bonne connaissance du marché, hein, comme l'a dit Dogad et puis Michael. Il faut une très bonne connaissance de son marché parce on ne, on ne va pas entreprise qui va vivre là. Je pense que, OK, il faut être en capacité de se dire, OK, moi, en tant que dirigeant d'entreprise, voilà mon champ d'action. Si j'ai une entreprise qui est dans le secteur de la logistique et que je ne maîtrise pas les codes ou les réalités du monde de la logistique, il faut que je trouve un associé qui soit en capacité de maîtriser et qui m'accompagne. Donc, ça aussi, ça revient à la quête de l'information, à la compréhension du marché. Et certainement, comme dernier point, c'est qu'il faut être en mesure de proposer quelque chose qui marche, quelque chose qui marche, quelque chose qui répond à un besoin. Pour moi, je pense que quand on a la bonne information, quand on a les bonnes compétences, quand on a le bon service qui répond à des besoins, à coup sûr, même si l'entreprise va connaître des difficultés, sur le long terme, elle pourra s'en sortir, elle pourra faire son petit bonhomme de chemin. Et bien entendu, en tant qu'entrepreneur, il faut avoir de la résilience parce que le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve facile. Il faut être en capacité de s'adapter au marché, de pivoter, comme on le dit souvent dans le monde de la tech ou bien de l'entrepreneuriat de façon générale, parce que si vous n'êtes pas en capacité de pivoter très rapidement lorsque il y a une dynamique qui s'impose sur votre marché, vous allez certainement mourir. Quand on prend, par exemple, la COVID-19 qui s'est imposée en 2021 dans le monde entier, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas su, enfin, qui par avant n'utilisaient pas le digital. Donc, elles ont dû s'adapter au digital, utiliser le digital comme nouveau outil de travail, ou nouveau moyen, nouveau canal d'acquisition de clients pour subsister. Donc, je pense que c'est tous ces ingrédients-là. Il n'y a pas nécessairement de playbook, comme on le dit en anglais, de défini, mais c'est vraiment des éléments dont il faut tenir compte, des éléments à garder à l'esprit pour faire en sorte que son entreprise perdure dans le temps ou ne serait-ce que continuer à exister. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites là. Pour résumer, en gros, il faut être structuré, peu importe, en tout cas la taille de l'entreprise. Il faut veiller à se former, ça on l'a bien entendu. Il faut une structuration financière. Il faut penser aux bonnes ressources humaines, c'est-à-dire que, comme vous l'avez rappelé les uns les autres, c'est-à-dire qu'il faut recruter les personnes compétentes
il faut également penser à tout le côté administratif parce qu'on ne peut pas se dire qu'on va lancer son entreprise, devenir millionnaire, milliardaire, sans penser à tout ce qui concerne la fiscalité. Donc voilà, la digitalisation. OK. Avant de passer à la thématique sur le financement, et puis ensuite on pourra donner la parole aux uns aux autres, moi j'ai envie de vous poser la question de savoir si par exemple, en tant que start-up, en tant que PME, est-ce qu'on peut se dire qu'il faut grandir vite? On veut grandir. Ce qu'on veut, finalement, c'est quand quelqu'un décide de créer son activité, c'est il veut grandir. Finalement, si je vous écoute bien, c'est vous dites il faut prendre le temps. Ben non. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de lancer mon entreprise et dans un an, j'ai envie de dire j'ai gagné beaucoup d'argent. Et donc, je vais passer la parole à Dogat. Faut-il grandir vite? Comment faut-il grandir? Je crois que Karine a lu dans ma pensée parce que j'allais lever la main, en fait. OK. Mais les étapes, elles ne sont pas forcément des étapes avec, j'allais dire, un temps long. C'est simplement, comme a dit tout à l'heure Michael, c'est simplement qu'on ne peut pas brûler les étapes. Il faut structurer son marché et le connaître. On ne peut pas dire, j'ai reçu un héritage, mes parents me donnent de l'argent, nous sommes cinq à mettre de l'argent, on va lancer quelque chose. Il faut donc déjà étudier ce marché-là. Il faut regarder qui sont les acteurs sur ce marché-là, comment ce marché fonctionne, c'est-à-dire quels sont les circuits. Si on veut être disruptif, ou en tout cas apporter une innovation dans la distribution, dans la transformation, dans la méthode, encore faut-il déjà étudier ce qui existe. Donc, on ne peut pas s'improviser simplement parce qu'on a de l'argent ou parce qu'un partenaire a dit, mais viens, on va se lancer dans tel domaine. Non, on regarde devant l'existant. Et ça, ce sont des étapes incontournables. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas aller vite. Simplement, il faut les avoir fait. Si on a les moyens de lancer une étude terrain claire, rapide, parce on a su déployer des équipes pour aller analyser, regarder la concurrence, voir comment ça fonctionne, connaître la législation dans le secteur dans lequel on est, mais on peut aller vite. Mais on ne peut pas aller vite en brûlant les étapes. C'est ça qu'on va parler. Michael, en tant que bailleur de fonds, j'ai bien entendu, j'ai bien compris tout à l'heure, vous l'avez dit, vous, votre souhait, c'est d'accompagner le plus petit pour qu'il devienne le plus grand. Mais du coup, à quel rythme? Au rythme de l'entreprise, j'ai envie de dire, et du marché. Mais très sincèrement, je pense que il y a une nécessité d'identifier à chaque étape ce qu'il faut faire. C'est souvent ça qui n'est pas en fait. Aujourd'hui, pour une nouvelle entreprise qui vient me voir pour parcours avec son idée ou même avec son business plan, je ne peux pas accompagner. Parce qu'il faudrait savoir que je n'accompagnerai pas des projets greenfield, des projets qui n'ont aucun existant. Voilà. Et dit ça, nous avons mis en place des systèmes intermédiaires, en passant notamment par les fonds d'investissement. Nous investissons dans des fonds et la plupart des entrepreneurs qui commencent ne connaissent pas les fonds d'investissement. C'est comme si c'est éloigné d'eux, même si c'est sous-régional. L'information existe en ligne. Il y a les institutions de microfinance que nous finançons à travers des lignes de refinancement. Il y a maintenant les banques que nous finançons à travers des garanties pour partager le risque avec elles et les lignes de refinancement. Donc, en réalité, pour moi, à chaque étape, il va falloir savoir ce qu'il faut faire et le faire. Et la première étape pour celui qui a posé la question, c'est de pouvoir s'enregistrer. Voilà, s'enregistrer pour exister déjà. La deuxième étape pour exister, c'est de faire exister l'idée à travers un plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est un peu comme la Bible aussi de l'entreprise parce que ça te permet de savoir où aller et où ne pas aller. Et après, la troisième étape, c'est de pouvoir adapter son plan d'affaires au marché, à la réalité du marché. OK, je vais être l'industriel en beurre de karité. Oh, il me faut 5 milliards pour commencer. Je n'ai pas 5 milliards. Et même si j'ai 5 milliards aujourd'hui, je ne vais pas survivre. Hein. Rappelons-nous, hein, ce n'est pas le financement le problème, mais c'est l'idéation et la maturité de l'idée le problème. J'ai l'habitude de dire qu'un bon projet se finance tout seul. Ce n'est pas totalement vrai, mais il y a beaucoup de vérité dedans. Pour dire que celui qui veut faire l'industrialisation, la transformation des noix des noix de karité en beurre, devrait d'abord commencer par comprendre le système de collecte. Personnellement, j'ai eu une aventure entrepreneuriale
qui m'a beaucoup déçu. Et j'ai aussi été dans un passé en banque et je peux me rendre compte que toutes les personnes qui sont dans ces institutions financières et qui décident d'aller dans l'entrepreneuriat, euh, pour la plupart, ne réussissent pas forcément, hein, parce que entrepreneuriat, c'est tout un métier différent. Ce qui s'est passé, c'est que il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas parce que nous n'avons pas été exposés à cela. Donc, la première étape, c'est par exemple de pouvoir entrer dans la collecte, maîtriser cette chaîne, voir à quel niveau on peut le faire sans capital ou avec peu de capital. Et au fur et à mesure, tisser des relations avec des institutions financières. J'ai eu l'opportunité d'accompagner des très petites entreprises qui, au bout de 7 ans, étaient en fait des grosses PME parce que voilà, elles se sont exposées au marché et le marché les a modélées. Voilà. Donc, un peu ce que je peux dire. Alors, ça tombe bien, hein, vous avez commencé par aborder toutes les notions de financement. Cette conférence est aussi l'occasion, comme vous l'avez dit vous, de dire que le financement n'est pas le problème. Finalement, c'est la méconnaissance et le manque d'information qui est le problème. Et vous avez cité un certain nombre, finalement, d'acteurs. En dehors des banques, il y a aujourd'hui, vous l'avez dit, les fonds d'investissement, les fonds d'impact, capital risque, le financement participatif, les institutions aussi, les partenariats. Et en fait, c'est possible de prétendre à ces financements. Il y a quelqu'un qui nous suit sur Facebook qui a posé la question de savoir, mais est-ce que finalement ça dépend des secteurs? Lui, il est dans le secteur immobilier. Donc, Michael, j'ai envie de vous poser la question. Il est dans le secteur immobilier, il se lance. Est-ce que lui peut prétendre aussi à ces financements-là? Alors, pourquoi pas? Bon, le Si secteur son plan immobilier, d'affaires est bien verrouillé et qu'il a toute l'information. tout à fait. Le secteur immobilier est très vaste. Je ne sais pas de quoi il parle, mais il y a toute une politique justement à comprendre. Par exemple, dans la promotion immobilière, à coup sûr, lorsque vous irez voir une banque ou une institution de développement comme la nôtre, vous ne serez pas accompagné aussi facilement. Simplement parce que, en fait, ce sont des domaines assez délicats où on cherche du recul, le maximum de recul possible. Et le modèle d'affaires est souvent difficile à sécuriser. Nous, principalement, dans l'ADN de DFI, nous avons un volet impact qui est très important. Et l'un des conseils que je peux donner, c'est que il faudrait de plus en plus que les entreprises, les entrepreneurs regardent l'aspect ESG comme un levier aussi de développement, un levier de levée de fonds. Nous ne financerons pas, par exemple, dans la promotion immobilière, tout ce qui est logement non sociaux. Voilà. Bon, ça, c'est un choix que nous avons fait. Mais il faudrait le savoir. Et il faudrait donc avoir eu l'information. Et par exemple, pour quelqu'un qui veut commencer par la promotion immobilière, immédiatement, ça va être difficile de lever 3 milliards, 5 milliards, 6 milliards, d'avoir des machines et de commencer à tout faire. Maintenant, c'est de voir comment on s'implique dans ce secteur et comment, en fait, on répond à un besoin. Voilà. Sans connaître forcément ce qu'il en est, mais je communiquerai mes coordonnées pour de plus amples informations. Voilà. Très bien. Alors, je vous propose, messieurs, je vois que Dogad, en fait, voulait peut-être dire quelque chose, Non, ou, non. Je reste, je où je reste me assujetti aux trompe. questions. Alors, rapidement, je vais vous demander, s'il vous plaît, de dire un petit mot sur le financement. Ensuite, je vais prendre donc les questions de tous ceux qui sont connectés pour que vous essayez de répondre. Mais voilà, la question sur les financements, parce qu'on a l'impression des fois qu'il y a un arbre magique et ce serait beaucoup plus simple de venir même avec un dossier qui n'est pas bien ficelé et d'avoir des fonds. Donc, s'il y a des fonds miracles, dites-le nous, s'il vous plaît. Il n'y en a Doga, pas de fonds miracle. Il très n'y en a pas bien. de fonds miracle. Soyons clairs. Et tout à l'heure, Michael l'a dit ou rapidement dit. Un dossier, une entreprise peut fonctionner sans avoir besoin d'aller soit emprunter de l'argent, soit se doter en capital auprès d'un tiers. Si le plan est bien ficelé, normalement, ce qu'on appelle la proof of concept, quand on a son projet, pour bien montrer que ça fonctionne, il faut déjà, à la petite échelle, un produit, un service et être payé pour cela. Normalement, quand on est bien structuré, ça prend un peu de temps, bien sûr, mais on doit pouvoir adresser un marché, avoir du chiffre d'affaires et réinvestir. C'est quand on a besoin
de passer à une certaine échelle qu'on se tourne vers le marché financier. Donc, premièrement, si je veux faire des mototaxis, bien sûr, il va falloir trouver l'argent pour la première moto. Mais on ne peut pas venir voir son telle ou telle structure pour dire, j'ai envie de faire ça, aidez-moi à acheter la moto. Encore faut-il que j'ai réussi à montrer que par, des, par une approche familiale, par ce qu'on appelle l'épargne de proximité, par un prêt en famille, etc., par une tontine, j'ai pu démarrer. Et là, je dis au banquier, puis à l'investisseur en capital peut-être, écoutez, j'ai une moto-taxi qui fonctionne, je sais qu'il y a un marché et voilà comment ça fonctionne. Moi, si j'en ai 5, ils seront tous amortis. Quand j'en aurai 10, j'aurai du chiffre d'affaires. Si je peux le prouver, mais le risque qu'il va prendre l'investisseur sur vous ou le banquier, c'est parce qu'il va voir que vous avez prouvé que vous saviez gérer, que vous avez montré où était l'argent que vous avez gagné, vous avez su le réinvestir, parce qu'il y a aussi ceux qui entreprennent pour se satisfaire leurs besoins, mais qui font couler l'entreprise, pour parler clairement et trivialement. Donc, quand on donne des gages à celui qui met les fonds, même quand c'est la famille demande à avoir un retour sur investissement. Bien Elle dit, sûr. écoutez, on s'est mis une tontine et on t'amène dans ton projet, mais toutes les semaines, tu nous fais le compte rendu et on va voir où est l'argent. Donc, que ce soit en famille, que ce soit auprès du banquier, ou que ce soit le capital d'un tiers, d'un capital d'investissement, on a besoin de montrer des gages de son sérieux, de la connaissance qu'on a du marché, etc. Donald, alors au Bénin, est-ce qu'il y a des fonds cachés, miraculés, auxquels on peut prétendre? Ou alors ça reste, comme l'a dit Michael, il faut passer. Et puis je préciserai même ma question, c'est-à-dire que ce que Dogad vient de souligner, c'est assez important. En France, par exemple, on explique que une entreprise devient crédible à partir de 7 ans. Mais il faut qu'elle montre la preuve de sa bonne gestion, qu'il faut qu'on ait toute la preuve qu'elle a tout bien géré. À partir de 7 ans, elle commence à devenir crédible. Avant, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que c'est le même cas au Bénin? Alors, avant de répondre même à la question, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour parler de l'exemple que Michael a évoqué tout à l'heure en parlant de la PME qui, au bout de 7 ans, a pu faire de très belles performances. Quand moi, je rapporte ça à l'écosystème des startups, je trouve que 7 ans, c'est long. 7 ans, c'est très long pour une startup pour pouvoir faire de très belles performances parce que justement, on parle de capacité à croître exponentiellement très rapidement. Donc, justement, pour revenir sur la question du financement, et tu as donné l'exemple de la France où on s'attend à ce qu'au bout de 7 ans, où l'entreprise ait survécu jusqu'à 7 ans, si moi, en tant que startup, je dois me débattre jusqu'à avoir 7 ans d'âge avant de pouvoir être considéré comme crédible pour bénéficier d'un financement, c'est clair qu'à un moment donné, je serai mort et vous n'allez pas pouvoir m'accompagner. Et donc, oui, en termes de mécanismes de financement au Bénin, c'est un des pans sur lesquels il y a un gros travail à faire encore. Il y a quelques années, il y a eu un fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique qui a été mis en place pour accompagner justement les entrepreneurs dans le domaine du numérique, un fonds avec une enveloppe d'1 milliard de francs CFA. Il y a un certain nombre de startups qui avaient été identifiées, qui ont commencé à bénéficier de ce fonds-là, mais dans une volonté de synergie d'action du gouvernement, un gap de part des initiatives, essaie de promouvoir des choses. Digital Africa, par exemple, on a une des startups que nous, on accompagnait qui a pu bénéficier d'un accompagnement financier de Digital Africa. C'est déjà une très bonne chose, mais on a besoin d'avoir davantage de plus en plus d'acteurs, aussi bien locaux qu'internationaux qui interviennent sur le marché du Bénin, par exemple. Parce que quand on fait la comparaison entre d'autres marchés, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou même le Ghana, on se rend compte qu'il y a une disparité de la disponibilité des fonds. Donc, par exemple, pour une start-up béninoise, ça va être davantage plus difficile de susciter l'intérêt de venture capital qui opère sur le marché africain parce que déjà, il va trouver que le marché béninois, il est petit et qu'il faut que cette start-up-là soit en capacité d'aller au Niger, au Sénégal, au Mali pour
pour pouvoir lui donner un ticket. Donc, une des réflexions personnelles que moi j'ai sur le sujet, c'est que je me dis qu'il y a peut-être lieu d'avoir un fonds de fonds national qui fait en sorte que des investisseurs internationaux se disent, ah tiens, le Bénin, on le développe. Au lieu d'intervenir directement, on veut bien être impliqué dans ce fonds de fonds-là, dans un premier temps, et voir comment est-ce que la dynamique avance, de sorte à ce qu'après, on puisse intervenir directement nous-mêmes. Donc ça, c'est des propositions, ou bien c'est des alternatives qu'on peut explorer pour justement accompagner comme cela se doit les startups qui ont des idées intéressantes. Parce que en dehors de cela, c'est souvent la croix et la bannière. Les banques ne comprennent pas nécessairement le cycle des startups. Euh, enfin, une startup ne va pas aller voir une microfinance pour lever du financement. Elle a besoin peut-être de 100 millions. Elle n'a pas idée encore de comment est-ce qu'elle va vendre sa solution. Et la microfinance veut que, ben, au bout de 2, 3 mois, vous commencez à la rembourser. Mais si elle ne peut pas faire un retour sur investissement ou avoir des revenus, c'est difficile de prétendre à ce type de financement. Donc oui, le financement, il existe, mais sous des formes qui ne sont pas nécessairement adaptées à des types d'entreprises comme les startups qui veulent faire de la croissance très, très rapidement et avec des modèles économiques qui n'ont pas encore nécessairement très bien éprouvés. Merci beaucoup pour ces explications. Je vous propose de prendre alors des questions. Ça permet à toutes les personnes qui suivent, hein, le débat était très, très intéressant. Alors, je vais commencer par Donald, puisque c'est vous qui avez la parole. Il y a quelqu'un qui a souhaité savoir quels sont les incubateurs du Bénin. Donc ça, c'est une des questions. Je vais vous en lire deux, trois, et comme ça permettra d'avancer. Donc, une question sur quels sont les incubateurs au Bénin. Ensuite, il y a une autre question qui nous vient de Facebook. Et là, sur le plan juridique, peut-on démarrer une entreprise sans forcément faire les formalités administratives? Moi, par exemple, je suis dans le secteur des arts, nous dit cette personne, de la culture et du tourisme. Donc voilà, c'est important de savoir si l'activité est déjà mise en route, mais sur le plan administratif, elle n'a pas encore enregistré la société, etc. Et puis ensuite, il y a une autre question qui nous vient de Facebook aussi. Les critères pour obtenir des investisseurs sont-ils les mêmes dans tous les secteurs? Et puis, tout à l'heure, j'ai pris un exemple en disant que 7 ans, par exemple, c'est ce qu'on demandait. Et là, Dogad a répondu aussi sur le chat ici Zoom en disant que ça dépendait des secteurs, donc ça dépend aussi des pays. Donc voilà, c'est pas figé, c'est pas une information qui reste figée. Il faut donc voilà, il faut au préalable se renseigner. Donc je propose cette première série de questions et ensuite je vais prendre celles qui sont sur le chat. Donc sur le plan juridique, euh, euh, Michael, est-ce que on peut démarrer une entreprise sans forcément tenir compte des entreprises, des démarches administratives? Quand on est dans tout ce qui est culture, art, tourisme. D'accord. Merci. Ben, je pense que c'est une activité économique et donc elle a besoin d'être formalisée. C'est la première des étapes. Après, il faudra toujours savoir à quel moment on le fait. On peut avoir une bonne idée. Peut-être que l'idée, elle sera activée dans un an et qu'il n'importe pas de se formaliser juridiquement dès maintenant où on va être en train de payer, bien sûr, des impôts qui sont dus, même si on n'a pas travaillé. Mais au-delà de ça, je veux revenir quand même sur ce que Donald a dit, l'important d'avoir des fonds. Je veux soulever cette question parce que il y a quand même des dynamiques en cours ici au Bénin, en commençant d'abord par tout ce qui est tourisme, ICC. Le Bénin est quand même l'un des pays qui a décidé d'investir franchement dans la promotion de la culture, dans le tourisme. Ça se voit parce que l'AFD a des prêts concessionnels euh, auprès de l'État béninois pour la construction de musées. Bon, on n'a jamais vu dans l'histoire de la zone, de la sous-région, un pays s'endetter pour construire des musées. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un levier. Maintenant, en tant qu'acteur dans tout ce domaine de tourisme, c'est le bon créneau, ou du moins le bon axe d'intervention à identifier.
Et la difficulté de ces secteurs, c'est la formalisation. On est convaincu que quand on est artiste, en fait, on n'a pas besoin forcément d'avoir un business model. Bon, à la fin de la journée, on ne sait plus comment on vit. On peut voir hein, entre deux artistes talentueux et certains artistes qui arrivent en réalité à avoir toute une chaîne entrepreneuriale organisée. Et c'est la même chose pour le domaine du tourisme et d'autres domaines. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question. J'ai voulu être le plus large possible, mais il faut Bien d'abord sûr, savoir. c'est important Voilà. aussi parce qu'effectivement, en fonction du secteur, on se dit peut-être que pourquoi pas on peut se passer de l'administratif, ce qui n'est pas possible. Je vais maintenant ressolliciter Donald pour savoir en fait quels sont les noms des incubateurs au Bénin. C'est une question qui nous a été posée dans le chat. Alors, il y a un certain nombre d'incubateurs au Bénin aujourd'hui. D'ailleurs, il y a même une fédération des structures d'appui à l'entrepreneuriat innovant, comme il s'appelle, FEDESAI. J'avais évoqué tantôt le Future Studio, qui est une initiative du groupe AEIG. AEIG, entendez Epitech au Bénin. Il y a Etri Labs aussi, qui a, jusqu'à quelques années encore, avait un programme d'incubation des porteurs de projets dans le domaine du numérique. Ils sont un peu plus orientés vers le secteur de l'EdTech. Ils ne sont plus nécessairement sous une casquette d'incubateur, mais ça demeure quand même un acteur historique de l'écosystème béninois. Il y a également Semecity qui a des programmes d'accompagnement aux porteurs de projets dans le domaine du digital, des industries créatives et culturelles. Donc, ils ont des programmes qu'ils lancent périodiquement pour accompagner les porteurs de projets ou les entrepreneurs qui veulent se lancer dans ces secteurs-là. En dehors de ceux-là, il y en a aussi qui ne sont pas nécessairement dans le domaine du digital ou de la technologie, mais qui sont dans le secteur de l'agroalimentaire. J'entends par exemple Fram Business et ainsi que d'autres acteurs. Donc, je n'ai pas une liste exhaustive que je pourrais partager là tout de suite, mais c'est les quelques noms qui me viennent à l'esprit en termes d'incubateurs que je pourrais partager, que ce soit dans le secteur du digital ou de l'agro-business, par exemple. Très bien. Alors, Alors, oui, pardon, Donald. non, il y avait la question sur le volet juridique, mais je pense que Michael a apporté un élément de réponse. Absolument, il faut être structuré, formalisé pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Autrement, ça risque d'être compliqué. Mais si c'est dans le secteur de l'art, une entreprise sans statut juridique, ça va être difficile de l'identifier, de l'accompagner comme cela se doit. Alors, avant de conclure, de passer à vos mots de conclusion de cette conférence, j'ai quand même envie de poser la question, en ce qui concerne, c'est une question qu'on a reçue, quid de la diaspora? Est-ce que c'est possible, en fait, pour les diasporas subsahariennes de prétendre aussi à des financements dans les pays d'origine? Là, je suis sûre que vous allez me renvoyer à l'administratif. Donald. Alors oui, certainement, c'est bien possible en tant que membre de la diaspora, si tant est que votre entreprise est créée au Bénin, par exemple, et vous avez un associé béninois ou pas, ou même vous êtes juste un béninois et que vous avez des activités ici, oui, je pense pas qu'il y ait un problème à ce que vous puissiez bénéficier d'un accompagnement de l'administration publique ou de tout autre acteur de l'écosystème béninois particulièrement. Donc, pour moi, c'est un oui. Michael, est-ce que la diaspora peut prétendre aussi à des demandes de financement? Alors, j'avais commencé à faire un début de réponse dans le chat. Effectivement, sur le plan administratif, il faut noter que le Bénin est une belle place. Euh, euh, le secteur public est assez professionnel. Les interactions avec la PIEX, notamment, qui est une belle porte d'entrée pour s'établir au Bénin et avec la plupart des écosystèmes publics d'accompagnement sont là. Et nous aussi en tant que bailleurs de fonds.
nous accompagnons beaucoup et j'en reçois régulièrement qui ont des idées, qui ont déjà développé des choses à l'étranger, qui reviennent pour s'installer, chercher des partenariats. Donc, ça peut même être l'une des pistes, en fait, de financement, qui peut être de pouvoir, en fait, faire des JV avec des entreprises locales ou des entrepreneurs locaux pour pouvoir faire émerger quelque chose. Voilà. Et Très Euh, bien. sur- Dogad, oui. Et pour compléter un peu ce que Michael dit, je pense que même la diaspora a une certaine facilité à aborder des institutions de financement aussi bien locales qu'internationales parce que ayant vécu d'autres réalités, ils comprennent un peu mieux les dynamiques et peuvent très facilement, lorsqu'ils ont des activités au Bénin ou dans d'autres pays de la sous-région, pouvoir dire, ah tiens, voilà un peu ce que nous on a fait déjà en termes de réalisation et discuter valablement avec des institutions de financement de sorte à lever plus facilement des fonds. Parce que c'est souvent une difficulté pour les entrepreneurs ou les startups comprendre ce que les investisseurs veulent et pouvoir s'aligner sur leur langage et leur proposer des choses qui vont avec. Merci beaucoup, Donald. Je vais donc demander à Dogad d'apporter quelques mots de conclusion. On a dit conclure, hein, Dogad, hein. Oui, mais comme je n'ai pas répondu Donc, aux questions, je vais répondre aux questions et conclure. Donc, je fais 1 minute pour la réponse et 1 1 minute pour minute conclure. vraiment. On y va. D'accord. Euh, et Karine, je veux plaider pour Dogat parce que ce qu'il dit est intéressant. Et 1 minute ne va pas suffire à exprimer tout ce que nous devons conclure. voilà. Merci, Michael. De toute façon, j'ai fait quelques réponses dans le chat à ceux qui avaient des questions à poser. Premièrement, vous parlez tout à l'heure administrative. Bien sûr, on peut continuer à monter son projet, à le faire de façon informelle, jusqu'à ce qu'on soit obligé d'être en interaction avec un client potentiel, avec l'administration. Et là, il faudra forcément se formaliser. Donc, on peut réfléchir, j'allais dire en souterrain, mais dès qu'on a une interaction avec un fournisseur, un, un réseau de distribution, ben, on est obligé de se formaliser. Deuxième élément, pour la diaspora, je me rappelle qu'il y a en 2008, le temps passe, moi c'était à Bercy à Paris, j'avais donc prononcé l'idée qu'il y a des investissements directs étrangers, les IDE, qui arrivent sur le continent pour muscler nos économies. Moi, j'avais demandé à ce qu'on crée des investissements directs de la diaspora, IDD. Ce que des pays ont commencé à faire, certains. Aujourd'hui, par exemple, au Maroc, les MRE, ce qu'on appelle les Marocains résidant à l'étranger, il y a toute une structure mise en place en termes de fiscalité, d'accompagnement pour drainer les capitaux. Je sais qu'au niveau de la Bourse régionale des valeurs d'Abidjan, la Bourse de l'UEMOA, il commence à avoir une cible vers la diaspora pour attirer j'allais dire l'épargne de la diaspora sur des investissements productifs. C'est une question de politique publique. Mais la diaspora en elle-même, au-delà de ces institutions, elle n'a pas attendu qu'on lui donne des ordres pour le faire. La diaspora investit. Simplement, le conseil qu'on peut lui donner, c'est d'avoir vraiment des partenaires clés, parce qu'il faut, j'allais dire, sécuriser son investissement, et puis d'avoir des relais locaux. On ne peut pas investir et entreprendre en étant à l'autre bout du monde. Donc, voilà les deux éléments. Et la conclusion, pour une conclusion, euh, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais on peut le devenir. Il faut accepter de se former. Et je le dis toujours, y compris pour le secteur agricole. On a beaucoup de familles qui disent les enfants sont partis à la capitale, pour des raisons variées, ils n'ont pas eu d'emploi. On leur demande de revenir au village parce qu'il y a un champ qui les attend. Oui, s'ils n'ont pas été agriculteurs auparavant, ce serait bien qu'ils réfléchissent à l'idée de se former avec le grand-père ou l'oncle, ou passer par un centre de formation, parce que l'agriculture est un métier. On apprend à planter, à récolter, à connaître les saisons. Et moi, je rêve, et je suis là-dessus, d'une agriculture africaine où on passe de la paysannerie, alors il y en a qui le font déjà, bien sûr, hein, à une agriculture structurée et à l'entrepreneur agricole et à la transformation industrielle. Donc, cet aspect vertical, elle peut le faire. On peut nourrir le monde. Un petit pays comme l'Ukraine, avant qu'il connaisse les problèmes qu'il a, j'allais dire, gérer des pans entiers de secteurs dans le monde à partir de l'Ukraine. Donc, nous qui avons les terres arabes, on doit pouvoir faire en sorte de nourrir le monde
Et ça passera par des entrepreneurs agricoles prêts à l'export, plutôt que par des importateurs sur des secteurs parfois où on se dit, avec les terres qu'on a. Ton micro Oui, est oui. fermé. Ah oui, Voilà. c'est bon. Très bien. Merci beaucoup, Dogat. C'était éclairant. Je vais donc passer la parole maintenant à Michael aussi pour quelques mots de conclusion. Simplement, hein, l'Afrique est un... vous m'entendez? Vous m'entendez? Bien Ok. sûr. Je dis, ok, super. Je dis l'Afrique, c'est le continent de demain, mais c'est surtout le continent d'aujourd'hui. Et le problème, c'est que nos entrepreneurs ou nos futurs entrepreneurs, en fait, ont une logique d'entrepreneuriat qui souvent n'est pas conforme à la réalité de nos écosystèmes. C'est peut-être souvent ces entrepreneurs-là qui finalement décident de faire le choix de l'immigration à un moment donné quand ils sont déçus de ce qu'ils ont entrepris. Moi, mon point, c'est de pouvoir être conséquent avec ces objectifs. Un jeune entrepreneur doit pouvoir en fait savoir ce qu'il veut. Souvent, nous voyons des décisions économiques d'un jeune entrepreneur qui ne sont pas en fait alignées avec ses objectifs. Ça va de la petite échelle. Un jeune entrepreneur start-up qui, au lieu d'investir dans son entreprise, préférera payer un téléphone très cher qu'il aura du mal à entretenir. Aussi à la PME qui, au lieu de penser à son développement, va financer euh, du patrimoine personnel ou toute autre chose au détriment de l'entreprise. C'est tout cela que nous devons corriger pour pouvoir être en ligne avec l'échiquier mondial. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le monde est global. On doit avoir en fait des entreprises qui sont globales, des entreprises qui peuvent en fait concurrencer avec celles d'ailleurs. Et très clairement, il va falloir un accompagnement beaucoup plus important aussi de nos gouvernements à travers une réglementation beaucoup plus assouplie. On ne peut pas comprendre que dans une même zone économique, il y ait en fait une multitude de taxes d'un pays à l'autre qui empêchent finalement et en fait l'accès au marché à des startups qui en fait finalement sont viables à des espaces régionaux. Voilà. Au-delà de ça aussi, il faudrait je finis en disant que beaucoup des outils de financement qui sont mis en place restent dans le commentaire. Commentaire, ça veut dire qu'ils ne sont pas opérationnels. Voilà. On n'arrive pas, en fait, à intéresser ou à financer correctement la jeunesse ou à la former même comme il se doit. Voilà. Je prends l'exemple de programmes d'entrepreneuriat, d'appui à l'entrepreneuriat, où même les structures d'appui doivent être formées d'abord. Donc, il y a tout un écosystème à mettre en place. Et comme on le dit chez moi au Burkina Faso, une seule main ne peut pas amasser la farine. Donc, dans cette main d'association, on pourra le faire. Voilà. J'ai été plus long que Dogad. J'ai compris pourquoi Michael a plaidé pour que Dogat soit plus long. J'avais bien compris. Merci Ouais. beaucoup, Michael. Donald, quelques mots de conclusion. Alors, j'irai dans le même sens que Michael en disant que l'Afrique, c'est pas le continent du futur, mais c'est déjà le continent d'aujourd'hui. Et il y a tout un écosystème à mettre en place pour permettre à ce que nos entreprises, que ce soit PME ou start-up, puissent véritablement prospérer. Et quand je parle d'écosystème, c'est aussi bien les décideurs politiques, comme Michael l'a évoqué tantôt. Il faut un cadre réglementaire qui accompagne véritablement les entreprises, que ce soit PME ou start-up. Beaucoup plus les start-up. Je vais être l'avocat des start-up ce soir. Il faut que justement le cadre réglementaire facilite la naissance, la croissance des startups dans nos pays. Il ne faut pas que ce soit toujours je ne vais pas dire, je pas nécessairement utiliser le terme expatriés, mais que ce soit des personnes qui viennent d'ailleurs avec des idées et qui bâtissent des licornes chez nous. On a envie d'avoir des licornes qui naissent depuis l'Afrique et qui font des merveilles. On a besoin d'avoir des structures
d'accompagnement qui soit mieux structuré, qui ait vraiment de l'expertise dans l'accompagnement des startups ou des PME. Il ne faudrait pas qu'on ait encore à l'avenir des structures qui cherchent encore eux-mêmes leur modèle économique et qui veulent accompagner des entrepreneurs. Ça va être problématique. Et en fait, il faut que les mécanismes de financement soient souples, adaptés aux besoins et vraiment en adéquation avec le fonctionnement, les réalités de nos pays. C'est encore dommage que voilà, on puisse pas avoir des venture capital qui comprennent, euh, qui comprennent les réalités des pays et soient en capacité de financer assez facilement des startups qui soient au Bénin, en Côte d'Ivoire, sans avoir un pied en France ou aux États-Unis, parce que ça aussi, c'est notre réalité du fait des contraintes réglementaires. On a des PME qui sont obligées de créer des entreprises dans d'autres pays pour lever plus facilement des fonds. Donc, voilà, il faut tout un écosystème et si on arrive à avoir de meilleurs écosystèmes, à coup sûr, on aura des startups et des PME durables et prospères. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Je rappelle que effectivement cette conférence a été organisée par le média La Nation. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous incite vivement à le faire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous qui avez donné de votre temps, aux personnes qui nous ont suivis. On a essayé de prendre les questions comme on pouvait. Ce n'est pas la dernière qui sera organisée sur le sujet. Merci beaucoup à vous tous. Merci encore à la nation. On continue les échanges. On va essayer de se structurer. On va essayer de structurer aussi, bien sûr, pour lever le plus de fonds, pour gagner plus d'argent. Je suis désolée, Dogad. Hélas, il est temps pour moi de rendre l'antenne, comme on dit. Merci beaucoup à tout le monde et rendez-vous à la prochaine conférence. À très vite. Merci, Karine. Merci à tous. Merci. Merci, Karine.